Les États-Unis n'en sont pas devenus 50 États de façon ordonnée. La carte actuelle est plutôt le fruit de maintes tentatives, de négociations et d'un nombre surprenant d'idées qui ont failli aboutir sans jamais y parvenir. À différents moments de l'histoire, des régions entières, comme des parties de la Caroline du Nord et du Tennessee, ont tenté de faire sécession. Et certaines, comme la péninsule de Delmarva, ont failli réussir. Cela s'explique en partie par la structure même du système. Les États fixent leurs propres règles sur les impôts, les écoles, le commerce et même certains aspects du droit pénal. Ainsi, la vie en Californie peut sembler très différente de celle en Ohio, mais il reste uni par un cadre national unique. Il y a une seule constitution, un ensemble de règles fondamentales que tous les États doivent respecter. Ce qui motive réellement ces velléités séparatistes est plus simple, le sentiment d'être délaissé. Dans un pays aussi vaste, certaines régions ont l'impression que les décisions sont prises au loin par des gens qui ignorent tout de leur réalité. Avec le temps, cette frustration amène une question « et si nous gérions nos affaires nous-mêmes ?» Voici donc 12 endroits qui ont tenté le coup. Commençons par Scott, dans le nord-est du Tennessee. En 1861, quand le Tennessee a rejoint la Confédération, le comté de Scott s'y est opposé. Les habitants en désaccord se sont proclamés État libre et indépendant de Scott, restant ainsi fidèles à l'Union. Personne ne l'a reconnu officiellement, mais il est fascinant de voir combien de temps l'idée a persisté. Le comté de Scott n'est officiellement revenu sur cette décision qu'en 1986. Pendant plus d'un siècle, il a porté cette identité, telle une note historique qui n'aurait jamais été effacée. Direction le nord vers le Michigan et le projet de l'État supérieur. Le Michigan semble simple sur une carte, jusqu'à ce qu'on voit qu'il est divisé en deux masses distinctes. La péninsule supérieure, loin des grands centres urbains, a forgé sa propre identité, axée sur les mines et la forêt, loin du sud citadin. Cet écart a suscité des appels répétés à la scission, un véritable divorce entre les deux parties. L'idée remonte à 1858 et a refait surface à de nombreuses reprises. En 1959, une action en justice a même été intentée pour officialiser la séparation. Ça n'a pas abouti, mais le fait d'en arriver là en dit long sur la détermination. Aujourd'hui encore, on en entend parfois parler. Dans l'Ouest, il y a Lincoln. Ce projet réapparaît sans cesse sous différentes formes. L'idée générale de fusionner l'Est de Washington et le nord de l'Idaho en un nouvel État. C'est apparu vers 1865, quand le nord de l'Idaho s'est senti isolé après le transfert de la capitale au sud. Depuis lors, l'idée est revenue à maintes reprises, en 1901, dans les années 20, et même aussi récemment qu'en 2005. À chaque fois, l'argument est le même, des communautés rurales isolées se sentant déconnectées des centres côtiers ou urbains, comme Seattle. Un peu plus au sud, il y a le Jefferson, qui est presque une version miroir du Lincoln. Il combinerait le nord de la Californie et le sud de l'Oregon. L'idée remonte aux années 1850, pendant la ruée vers l'or, quand des communautés isolées voulaient plus de contrôle local. Le moment le plus spectaculaire a eu lieu en 1941. Les partisans ont organisé une sorte de protestation théâtrale, bloquant les autoroutes et distribuant des déclarations d'indépendance. Cela a attiré l'attention, mais les événements mondiaux ont déplacé l'intérêt du jour au lendemain, et le mouvement s'est essoufflé. Des décennies plus tard, en 2013, plusieurs comtés de Californie ont voté pour explorer à nouveau l'idée. Rien n'a changé officiellement, mais l'identité du Jefferson existe toujours et possède même son propre drapeau. Ensuite, il y a l'Absaroka, à la fin des années 1930, couvrant des parties du Wyoming, du Montana et du Dakota du Sud. Celui-ci est né de la Grande Dépression. Les communautés rurales avaient l'impression de ne pas recevoir assez de soutien par rapport aux grandes villes. Un élu local, A.R. Swickard, s'est présenté comme chef et a commencé à agir comme le dirigeant d'un nouvel État. Ils ont créé des plaques d'immatriculation, tenu des réunions publiques et même couronné une Miss Absaroka. Cela semble inhabituel, mais cela a servi de signal. La tension a augmenté, les ressources ont suivi, et une fois les conditions améliorées, le mouvement s'est dissipé. Comparez maintenant cela au Sequoia, qui était bien plus structuré. En 1905, plusieurs nations amérindiennes de ce qui est aujourd'hui l'est de l'Oklahoma ont proposé de former leur propre État.
Leur objectif était de garder le contrôle sur leurs terres et leur système. Ils organisaient une véritable convention constitutionnelle, rédigé des lois, délimité des comtés et tenu un vote qui a largement soutenu le projet. C'était l'une des propositions de création d'État les plus complètes jamais faites, mais le Congrès l'a rejetée, surtout pour éviter de modifier l'équilibre politique. Au lieu de cela, la région fusionna avec l'Oklahoma en 1907. Malgré tout, le travail accompli pour le Sequoia façonna la structure finale de l'Oklahoma. Sur la côte Est, le Delmarva a failli devenir réalité en 1833. La péninsule de Delmarva est partagée entre le Delaware, le Maryland et la Virginie, mais elle ressemble à une seule région continue. Le Delaware a proposé de l'unifier en un seul État. Le Maryland a sérieusement envisagé l'idée et a même discuté de laisser les résidents décider. Tout semblait indiquer une approbation, mais lors du vote final, le projet a échoué à une seule voix près, 5 contre 4. C'était fini. Le vote a décidé que le Delmarva resterait divisé. C'est sans doute l'un des moments les plus marquants de cette liste. Retour à la guerre de sécession, voici le Nickajack. Cet État aurait couvert l'est du Tennessee et le nord de l'Alabama. Le terrain n'étant pas propice aux plantations, beaucoup d'habitants ne soutenaient pas la Confédération. Quand leurs États l'ont rejointe, ils ont tenté de faire sécession pour rester dans l'Union, comme la Virginie occidentale. Mais la structure politique les a freinés et le projet n'a jamais abouti. Pourtant, beaucoup ont soutenu l'Union individuellement, montrant à quel point la région était divisée. Puis, il y a le Deseret, l'une des idées les plus ambitieuses de cette liste. En 1849, des colons mormons ont proposé un État géant centré sur l'actuel Utah. Il aurait englobé de larges parties de plusieurs États de l'Ouest actuel. Ils n'ont pas attendu d'autorisation. Ils ont écrit une constitution et dirigé leur propre système pendant environ 2 ans. Le projet était bien trop vaste et complexe pour être accepté par le Congrès. À la place, un territoire de l'Utah plus petit fut créé en 1850. Pourtant, l'idée du Deseret n'a pas disparu immédiatement. Elle a persisté en arrière-plan pendant des années, comme une vision parallèle de la région. Ensuite, le Franklin, une tentative précoce et étonnamment avancée. En 1784, des colons pionniers de l'Est du Tennessee, se sentant totalement délaissés, ont alors créé leur propre État indépendant. Ils avaient une capitale, un parlement et un dirigeant, John Sevier. Ils ont même postulé pour être le 14e État, mais ont manqué de voix. Pendant une période de quelques années, l'État de Franklin a coexisté avec la Caroline du Nord comme 2 systèmes parallèles. Le soutien populaire a fini par faiblir, mais cela a prouvé jusqu'où un groupe de citoyens très déterminés pouvait aller. Encore plus tôt, en 1776, il y avait également la West Sylvania. Ce projet couvrait une partie de la Virginie occidentale et de la Pennsylvanie actuelle. À l'époque, on ne savait même pas quelle colonie contrôlait la zone. Les colons, coincés entre des autorités lointaines, voulaient un système local. Ils ont demandé au Congrès de les reconnaître comme nouvel État. Le Congrès a ignoré la demande et, une fois les frontières fixées, l'idée a vite perdu de son élan. Sans cette incertitude, la soif d'indépendance n'avait plus la même force. Et enfin, la Transylvanie, malgré son nom, elle n'a rien à voir avec Dracula. En 1775, Richard Henderson acheta des terres aux Cherokees pour créer une colonie. Mais l'accord violait les règles britanniques de propriété foncière. Avant que tout ne se développe, la Virginie est intervenue, a annulé l'accord et a pris le contrôle des terres. C'est l'un des premiers exemples de la complexité des revendications foncières dans l'Amérique des débuts. En dézoomant un peu, un schéma commence à se dessiner. Beaucoup de ces endroits étaient en marge, loin des lieux de décision, plus difficiles d'accès avec leur propre mode de vie. Et voici un détail que vous avez peut-être remarqué. Le Tennessee revient sans cesse. 4 de ces 12 États perdus y étaient liés d'une manière ou d'une autre.